On va passer à la dernière présentation. Donc, on invite le docteur Céline Michaud, qui est infectiologue en Guyane également, à nous parler de l'activité d'un infectiologue délocalisé dans les centres de santé éloignés de Guyane. Céline, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous me captez? Oui, alors voilà, on entend et on voit, ça y est. Oui. Parfait, et je vais partager l'écran. Voilà. Parfait. Et là, c'est bon. Oui, on vous voit et on vous entend. Voilà. Bon, bonsoir à tous. Après les brillantes présentations précédentes, j'aurais presque envie de dire, eh bien, c'est ça le poste d'infectiologue en Guyane, et c'est vraiment passionnant. Et la spécificité des CDPS rajoute peut-être encore une marche supplémentaire que je vais tenter de vous présenter brièvement, en sachant que c'est pas très facile parce que il faut surfer entre présenter quelques données pour vous donner une vision globale du poste, sans tomber dans l'autocongratulation ou sans faire de la pub pour soi-même. Et je ne suis pas forcément très douée pour cet exercice, mais on va essayer. Alors, pardon, parce que je n'arrive plus à faire passer les diapos. Si, voilà. Donc, sans revenir sur toutes les raisons qui font qu'on a particulièrement envie de venir en Guyane quand on est infectiologue, c'est sûr que la part des pathologies infectieuses est extrêmement importante dans la prise en charge quotidienne, que la proximité de la forêt, de la faune sauvage avec les humains rend prégnant les éventuelles émergences épidémique et font qu'au quotidien, on est obligé de penser à ce concept qui a maintenant une quinzaine d'années de One Health. Et l'autre chose passionnante en Guyane, à mon sens, c'est également la diversité des populations, des origines, et le fait que quand on regarde les va-et-vient en avion, on a l'impression que la Guyane est très isolée, mais en réalité, elle est vraiment au centre du bassin amazonien, avec des déplacements de population qui sont transfrontaliers, par les fleuves, par la route, et vraiment une entité de l'Amazonie qui, je trouve, est particulièrement intéressante. Malgré le fait qu'on soit qu'on ait débuté la transition épidémiologique, la part des pathologies infectieuses, en tout cas sur les zones isolées dont les centres délocalisés de prévention et de soins sont les premiers, la première offre de soins, et pas encore, en tout cas à commencer, mais la part de l'infectiologie reste particulièrement importante. Le réseau des CDPS est un maillage étendu sur l'ensemble de la Guyane. Donc Loïc et Margot vous ont déjà parlé des 3 hôpitaux principaux qui sont sur le littoral, et le reste de la Guyane et toute cette partie qu'historiquement on appelait la Guyane de l'intérieur, dans des réminiscences coloniales, et moi je n'aime pas beaucoup ce terme. En tout cas, c'est la Guyane principalement des fleuves frontières, avec un bassin de population qui est autour de 50 000 personnes, des zones qui sont partiellement isolées, accessibles par une mauvaise route, ou très isolées, accessibles qu'en avion, voire extrêmement isolées tout au sud de la Guyane, avec 3 sauts, qui n'est accessible que par 2 jours minimum de pirogue ou en hélicoptère. Depuis novembre 2023, le territoire qui était partagé en 3 secteurs sont centrés par des hôpitaux de proximité. Donc il y en a 3, un à Grand Santi, un Maripasoula et un Saint-Georges-de-l'Oyapock, avec une offre de soins qui s'est optimisée, des possibilités d'hospitalisation. Et puis, ce qui a principalement changé en dehors de la possibilité d'hospitalisation, c'est l'accès à la radiologie, qui jusque-là n'était pas disponible, et puis un renforcement des équipes de soignants. Autour de ces hôpitaux de proximité qui comportent une équipe entre 20 et 30 personnes, il y a des plus petits centres de santé qui maillent également le territoire et qui permettent vraiment une offre de soins de premier recours. L'autre particulier, c'est
dans les années 2000, au centre de santé, on a rajouté le P de prévention, qui avait tout son sens, puisque dans nos zones où les pathologies infectieuses et où les problématiques de santé sont importantes, avec une population qui est parfois éloignée des soins et qui a une faible littératie en santé, c'est particulièrement important d'agir en amont. Et donc, depuis 2019, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, on a une équipe dédiée au projet de santé publique avec des médiateurs binômes infirmiers, avec tout comme le développait Loïc et Margot en Guyane, la place de la médiation en santé est primordiale, avec une place qui était un petit peu précurseur en centre de santé, puisque il y a des médiateurs depuis 2019. Et puis, du fait des contraintes et des enjeux logistiques forts, que ce soit pour amener du matériel, pour convoyer le personnel, une coordination qui est basée au centre hospitalier de Cayenne et qui est un petit peu garant de tout le fonctionnement global du dispositif. Ce bassin de population autour de 50 000 personnes a des besoins croissants, à la fois parce que c'est une population vieillissante, mais également puisque la demande d'offres de soins et la demande de soins de santé spécialisés augmente aussi parmi cette population. C'est prégnant avec l'activité globale des CDPS, puisqu'on a une file active qui augmente régulièrement depuis 2020, avec autour de 60 000 consultations de médecine générale qui sont réalisées chaque année. Ce bassin de population est particulièrement jeune, avec 40% des patients qui sont pris en charge, qui ont moins de 18 ans, et un contexte d'inégalité territoriale de santé, puisque c'est des personnes qui vivent malgré tout parfois pas tout près des centres de santé. Elles ont parfois 1 à 2 heures de trajet en pirogue, avec des populations qui sont parfois précaires, qui vivent parfois sans forcément être dans leur paillage et dans les conditions que décrivaient Margot et Loïc, mais parfois les habitants vivent dans des petits campous où il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, où l'accès à l'eau dépend de la pluviométrie, avec parfois beaucoup d'inondations, donc les puits qui sont saturés, donc des risques d'épidémie, ou parfois des grandes sécheresses qui font que les puits sont à sec et que les gens sont obligés de s'approvisionner au fleuve, et qui font qu'il y a aussi un surrisque épidémique autour du périfécal, mais pas uniquement. L'enjeu d'accès aux spécialistes, et pas seulement aux infectiologues, est vraiment majeur pour ces territoires isolés. Vous voyez sur ce schéma que depuis 2019, en dehors de 2020 où tout s'est arrêté pour le Covid, on a essayé d'optimiser l'accès aux spécialistes, puisque le fait de déployer des missions délocalisées sur les centres de santé ou les hôpitaux de proximité permet d'éviter aux gens de se rendre sur le littoral, ce qui est parfois une gageure, à la fois parce que c'est parfois des gens qui n'ont pas d'accès à la sécurité sociale pour de multiples raisons, et qui du coup n'ont pas le transport de remboursé, mais également parce que les transports restent précaires dans les zones isolées, avec par exemple la compagnie Air Guyane qui permettait d'accéder à ces zones en avion, que ce soit sur le Maroni ou l'Oyapock, qui a été complètement dysfonctionnel pendant plus d'1 an et demi, puis en faillite avec un arrêt complet des avions pendant plusieurs semaines, ce qui a quand même beaucoup complexifié l'accès aux soins de spécialité pour ces populations. La perspective à l'horizon 2025 du CHU et la création des filières de territoire permet aussi, et on l'espère, va encore augmenter l'accès aux spécialistes sur nos zones. Concernant l'infectiologie, j'ai choisi de remonter seulement à 2002, mais il faut savoir que dès les années 40-50, l'infectiologie était vraiment sur le devant de la scène, excusez-moi, avec des missions de microbiologistes, des missions d'infectiologues régulièrement sur le terrain, à une époque où la santé dans ces zones isolées était parfois tenue uniquement par des infirmiers. À partir de 2002,
les CDPS qui étaient sous le giron de la CTG, de la communauté territoriale de Guyane, ont basculé au niveau de l'hôpital de Cayenne, et c'est le professeur Félix Jossou qui en est devenu médecin-chef. À l'époque, c'était un département, et déjà à ce moment-là, lui, en tant qu'infectiologue, avait une sensibilité particulière pour le développement de notre discipline et l'apport pour la structuration des centres de santé. Dès 2006, des missions délocalisées d'infectiologie ont été organisées régulièrement dans les CDPS par un pool d'infectiologues qui se rendaient tous les 3 ou 4 mois sur ces sites très isolés. C'était compliqué puisque dans les années 2000, c'était le moment de l'explosion du VIH. L'épidémie a été un petit peu décalée sur nos zones isolées en Guyane, et donc c'était particulièrement compliqué pour l'observance et le suivi des patients d'avoir chaque 3 ou 4 mois un infectiologue différent, ce qui faisait que au final les patients voyaient un médecin, le même médecin peut-être tous les ans ou tous les ans et demi. L'apport important a été grâce au docteur Émilie Mosnier qui a vraiment porté le plaidoyer pour avoir un poste vraiment dédié pour les CDPS, et dès 2013, elle a pu être détachée à mi-temps du service de l'UMIC pour aller réaliser les missions d'infectiologie sur nos zones. Et puis à partir de 2017, le temps dédié a été augmenté. Et l'autre nouveauté, ça a été quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le fait que ce temps dédié pour l'infectiologie des CDPS est rattaché à la coordination des CDPS. Parce que autant le lien avec le service hospitalier et l'UMIT est particulièrement important, mais le fait d'être rattaché à la coordination permet aussi de faire vivre la coordination, d'avoir une pratique commune sur l'ensemble des sites, et c'est quelque chose qui est vraiment important dans notre activité au quotidien. Et puis en 2017, une des infectiologues qui était en poste pour l'infectiologie des CDPS a créé l'équipe mobile de santé publique en commune, avec des binômes médiateurs infirmiers qui étaient postés sur les 3 secteurs, avec déjà dès 2019 cette particularité pour la promotion de la santé, pour aller au-devant des populations, pour faire de l'aller vers, la force des binômes et du fait de joindre à la fois des médiateurs issus des communautés, issus des territoires, avec des infirmiers qui pouvaient éventuellement apporter une technicité et leur connaissance médicale. Et puis fin 2023, l'augmentation du temps dédié avec le fait d'avoir 2 infectiologues maintenant, le docteur Mathilde Boutron qui est arrivé courant 2023, et puis moi qui suis en poste depuis 2018. Les missions d'infectiologie sont vraiment régulières sur l'ensemble du territoire, avec entre 400 et 500 consultations selon les années, 451 en 2023. Ça reste toujours un challenge, avec à peu près un tiers à la moitié du temps dédié au déplacement, puisque vous avez vu, la Guyane est grande, les lieux sont parfois difficiles d'accès, et donc avec les aléas des transports, il faut pour Maripasoula ou Papaicheton souvent une semaine complète, en comptant un jour de déplacement à l'aller et un jour de déplacement à l'aller au retour, pour pouvoir avoir une mission satisfaisante, et elle concerne jusqu'à présent principalement la prise en soin des personnes vivant avec le VIH et les hépatites, mais également les situations complexes d'infectiologie pour les patients qui sortent d'hospitalisation et qui ont besoin d'une réévaluation de spécialistes, sachant que on essaye dans la mesure du possible d'impliquer au maximum les médecins généralistes des centres de santé, en essayant plutôt d'upgrader leurs connaissances en infectiologie pour qu'ils puissent prendre en charge la plupart des situations de routine. La grande force des consultations, et c'est le cas depuis 2017,
c'est le fait de pouvoir avoir des médiateurs ou des animateurs associatifs qui participent aux consultations d'infectiologie au même titre que le médecin, et je dirais même que c'est le médiateur qui lead un petit peu la consultation. C'est lui qui est 100% du temps sur le territoire, et nous on vient pour apporter notre connaissance médicale pour éventuellement ajuster des prises en charge, mais c'est vraiment le médiateur qui connaît les patients, qui lead la consultation soit en français mais principalement dans la langue maternelle de l'usager. On voit que les missions d'infectiologie ont principalement lieu sur les 3 hôpitaux de proximité que sont Maripasoula, Saint-Georges et Grand-Santi. Comme je l'évoquais, la place des associations est centrale avec ce binôme clé médiateur-infectiologue et l'importance pour ces populations éloignées des soins, et quand on parle du VIH, des hépatites. L'annonce diagnostique est toujours un effondrement pour les patients et modifie toujours leur vision d'eux-mêmes, leur vision de leur avenir. Et la place de ces médiateurs dans l'accompagnement psychosocial et dans l'empowerment des personnes est vraiment cruciale. Et grâce aux associations, on arrive aussi à développer des groupes de parole, des ateliers pour améliorer les connaissances des publics, que ce soit les patients eux-mêmes ou les publics à risque et les publics cibles que sont les TDS ou les patients, les publics LGBTQI+. Donc on a à peu près le même dispositif de lien fort avec les associations du territoire. À Maripasoula et Papaichton, c'est l'équipe d'aide, et sur l'Est, c'est l'équipe du projet OCS dont j'ai présenté les grands résultats à la session d'hier. En dehors de ce rôle vraiment de consultation, l'infectiologue des CDPS a aussi un rôle d'avis et d'expertise pour les équipes de généralistes, avec des avis infectieux qui sont joignables 24 heures sur 24, en journée par nous, infectiologues des CDPS, et les collègues de l'unité de maladies infectieuses qui prennent le relais le soir, le week-end et la nuit. Globalement, on donne entre 15 et 40 avis par mois. C'est principalement des avis téléphoniques, mais ça peut aussi être des avis par mail. Et ça concerne à peu près pour un quart des situations les personnes vivant avec le VIH, un quart des situations de syphilis, puisque sur nos territoires, on a une épidémie en cours de syphilis avec tout un tas de problématiques pour les conjoints, les formes secondaires ou les syphilis chez les femmes enceintes, et puis un tiers de l'infectiologie générale par rapport aux éventuelles épidémies qu'on pourrait avoir en cours. Et je dirais que cette astreinte spécifique au CDPS, elle a une plus-value pour avoir une connaissance assez fine du territoire des CDPS et éventuellement des éventuelles épidémies qui pourraient avoir lieu, mais aussi par rapport à l'organisation propre des CDPS. Nous, on va savoir que tel concours est situé loin de l'offre de soins et que donc ça va être compliqué pour la personne de s'y rendre, et donc peut-être cette personne-là, il va falloir la garder en observation ou l'hospitaliser 24-48 heures, alors que quelqu'un qui pourrait habiter dans le centre du village ou dans le bourg pourrait rentrer chez elle. C'est plutôt ces ajustements fins qui sont, à mon sens, une plus-value. Et puis, ça a également un rôle très structurant dans les parcours de soins, puisque c'est quand même extrêmement compliqué quand on vient d'un petit village très isolé sur le fleuve. On fait 2 heures de pirogue pour aller au CDPS, par exemple, de Talouenne, qui va dire « Ah ben non, on ne va pas pouvoir te prendre en charge, il faut que tu ailles à l'hôpital de proximité de Maripasoula. » Et puis à l'hôpital de proximité de Maripasoula, « Ah ben non, c'est pas possible, tu vas devoir être hospitalisé à Cayenne en maladie infectieuse. » Et donc ça nécessite un certain nombre de transports qui n'est pas forcément fluide pour les gens. L'avion va arriver à 18h le soir. Si la personne est attendue en maladie infectieuse, l'équipe médicale de journée ne sera plus là, donc la personne va devoir passer par les urgences. Et donc c'est tout un tas de difficultés et de complexités, encore plus quand les patients sont allophones.
Un autre rôle qui, à mon sens, est extrêmement important pour l'infectiologue des CDPS, c'est ce rôle de formation, de mise à niveau des professionnels, mais aussi des collaborateurs associatifs, avec des enseignements post-universitaires qui sont organisés régulièrement, mais aussi ce qui, je pense, permet d'essayer, en tout cas, de tenter d'harmoniser nos pratiques dans un contexte où les médecins généralistes des CPDS restent en moyenne 1 mois et demi en poste, donc on a un turnover extrêmement important. Mais toutes les personnes qui prennent un poste en Guyane ont ce qu'on appelle un temps de préaffectation. Et dans ce temps d'accueil qui est soit à Cayenne, soit par téléphone, quand les personnes sont encore chez elles ou quand elles sont arrivées en Guyane, on prend minimum 1 heure d'échange autour de l'infectiologie en expliquant les spécificités liées au CDPS et puis les grandes lignes de traitement spécifique et de prise en charge en Guyane, en s'appuyant sur le panorama des pathologies infectieuses de Guyane qui a été coordonné par Loïc Epel. On a aussi un rôle clé pour l'encadrement et les cours pour les internes de médecine générale, mais aussi pour les internes en infectiologie, dans le sens où moi, ça me tient particulièrement à cœur que les professionnels qui exercent au sein de l'hôpital soient également conscients des difficultés auxquelles font face les patients sur les communes où sont implantés les CDPS. Et je pense que, particulièrement en infectiologie, mais je pense que c'est le cas pour toutes les disciplines, si on n'est pas un petit peu à la page et si on ne mesure pas les difficultés, les immenses barrières des patients pour avoir une prise en charge de qualité, on passe un petit peu à côté de l'offre de santé pour les patients. Et donc, le fait d'avoir à chaque mission d'infectiologie des internes qui nous accompagnent et qui voient un peu en temps réel, qui vivent dans leur trip, le véhicule qui tombe en panne sur une piste pourrie, la pirogue sous la pluie avec toutes les affaires qui sont mouillées parce qu'on a mal fermé le sac poubelle pour protéger nos affaires, et ça permet de mesurer un petit peu plus ce que ça implique quand on a un patient des CDPS qui est hospitalisé plusieurs jours ou plusieurs semaines dans le service de maladies infectieuses. Et puis, on porte une attention aussi particulière à la formation en santé pour les médiateurs ou les animateurs associatifs. Le dernier grand axe qui est important pour l'infectiologue des CDPS et qui a été porté avec brio par le docteur Émilie Mosnier, c'est les projets de recherche développés pour les zones des CDPS. Avec Émilie qui a pu développer des projets majeurs qui sont jusqu'à présent opérationnels et dont le Palustop dont Loïc vous a touché quelques mots, OCS que j'ai présenté hier, et le projet TACARI qui était porté par Aide sur l'empowerment des personnes vivant avec le VIH et les hépatites sur le Haut-Maroni. Et son rôle a été vraiment clé et structurant pour l'activité de recherche et malheureusement moi j'ai peut-être moins d'appétence pour la recherche interventionnelle et en tout cas moins le temps qu'elle de pouvoir le développer, mais c'est quelque chose qui je pense est très structurant puisque sans données on ne peut pas porter de plaidoyer et sans plaidoyer on ne peut pas faire avancer les choses, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et concernant la participation à d'autres projets, le Malakit, c'est vraiment aussi un projet qui a été très structurant et qui, de la même façon que ça a pu se développer depuis quelques semaines sur le littoral, depuis juillet 2024, on propose des Malakits pour le moment à Maripasoula, au public cible d'orpailleurs qui seraient éloignés des soins. Et puis les CDPS, 50 000 personnes, des gens proches des forêts, donc potentiellement à l'origine d'éventuelles épidémies, alors sans doute pas la pandémie X, parce qu'en Guyane, il y a un petit nombre de populations, mais en tout cas, on pourrait être, et les populations dispètes pourraient être à l'origine de nouvelles épidémies et de nouvelles infections virales ou bactériennes. Et donc, dans ce cadre-là, on les soutient pour des projets de recherche d'autres structures
principalement l'Institut Pasteur, mais éventuellement aussi d'autres structures de l'Hexagone ou d'autres pays de la zone. Dans ce contexte-là, la veille sanitaire et la gestion des épidémies est aussi on a un rôle très structurant. Alors pendant la pandémie Covid, on a été sur le devant de la scène pour organiser les parcours, mettre en place la prise en charge qui forcément a dû être adaptée à nos publics des CDPS. Avec là, vous voyez en haut à gauche la photo de Tonka Campou qui était le premier campus sur le Maroni où il y a eu les premiers cas de Covid. Et puis tout l'enjeu de pouvoir adapter la prévention des épidémies au mode de vie et aux manières de manger, de se déplacer propres aux zones isolées. Et puis l'enjeu aussi, quand on parle de veille sanitaire et de gestion des épidémies, de transport, que ce soit des prélèvements biologiques, mais aussi également des vaccins ou des traitements, avec une chaîne de froid à respecter, des délais contraints de transport. Et tout ça, c'est absolument à prendre en compte quand on gère les CDPS. Et puis un petit clin d'œil à Mélanie Gaillet et aux autres collègues qui ont permis de mettre en évidence la première épidémie d'Oropuch à Saül, un tout petit village au centre de la Guyane, juste en post-Covid immédiat, avec des patients qui sont arrivés au centre de santé qui n'est géré que par une infirmière et qui a vu débarquer un grand nombre de personnes avec des douleurs articulaires, un syndrome dengue-like, et qui n'était ni du Covid ni de la dengue. En conclusion, le poste est passionnant. On en apprend tous les jours. Ce que je trouve vraiment riche, c'est ce temps partagé entre la clinique, la coordination et la recherche, qui permet de ne jamais s'ennuyer, de pouvoir vraiment avoir un impact fort, que ce soit pour les professionnels sur le terrain ou pour les patients. Ce qui est important, c'est qu'on est vraiment structurant pour l'activité générale des CDPS, avec une nécessité d'adaptation pour la prise en soin des patients, et puis des perspectives encore de développement pour la recherche, mais pas que, avec l'arrivée du CHU. Et je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour les questions. Très bien, bravo et grand merci Céline pour ce partage. Ça donne vraiment envie en tant qu'infectiologue de goûter à cette pratique. Bravo pour votre engagement en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors bonjour, moi je suis Kim Diallo, infectiologue à La Réunion. Je suis habitué à mon petit confort hospitalier et je m'imagine mal déjà sortir de ce confort pour aller au contact des gens. Mais je trouve que la difficulté logistique la plus importante, c'est si on envisage de faire des bilans biologiques, comme vous avez dit que vous suivez les hépatites, le VIH, ou apporter des traitements. Est-ce que ça, du coup, c'est vous qui vous en occupez? Est-ce que c'est les centres de santé qui ont un dispositif habituel pour se faire livrer des médicaments? Comment ça se passe, toute cette partie logistique paramédicale, en fait, de laquelle on dépend quand même? Oui, alors il y a dans les CDPS, il y a un maillage territorial qui est extrêmement bien organisé, avec dans les 3 hôpitaux de proximité une pharmacie hospitalière qui est en place depuis 2023, et dans les autres CDPS, une pharmacie de dépannage avec, je dirais, l'équivalent des 50 ou des 100 traitements OMS essentiels pour pouvoir prendre en charge à peu près toutes les pathologies. Et après, pour les patients qui auraient des traitements chroniques, ils sont acheminés depuis Cayenne, avec les enjeux liés les enjeux logistiques inhérents au fait d'avoir une livraison dans les temps pour éviter les ruptures thérapeutiques. Donc, face à ça, on a mis en place des stratégies avec des stocks tampons qui sont disponibles dans les CDPS et qui peuvent être fournis aux patients pour éviter les ruptures si le traitement en leur nom propre n'est pas encore arrivé. Ça, c'est pour le volet vraiment traitement, et c'est l'importance de la coordination à Cayenne et de la coordination logistique. C'est un des volets, le matériel médical, mais l'acheminement des traitements et de la biologie.
Ensuite, pour le diagnostic et la prise en charge des problèmes d'infectiologie, que ce soit pour le VIH et les hépatites, mais aussi pour d'autres problèmes d'infectiologie aiguë, je ne sais pas, typhoïde, pyélonéphrite, etc. La grande chance qu'on a dans ce bassin amazonien, c'est qu'on est face à l'épidémiologie du bassin amazonien, mais avec des moyens européens et avec des moyens importants, que ce soit en microbiologie, sur l'hôpital de Cayette, mais également en tests rapides qui sont disponibles au lit du patient. Et puis, on a de la biologie délocalisée aussi dans l'ensemble des CDPS, sauf 3SO, et ça sera bientôt implanté à 3SO, qui permet de faire des diagnostics importants. On a, par exemple, accès à une numération, une CRP, un TDR dengue, palu, grippe, Covid, VIH, rotavirus, qui permet de, finalement, face à une situation, par exemple, un patient fébrile qui arrive à l'hôpital de proximité ou au CDPS, peut avoir un premier bilan s'il a des signes de gravité. Et donc ça, c'est pour permettre d'orienter en temps réel le diagnostic et la prise en charge, avant d'avoir des résultats qui, pour les hôpitaux de proximité, du lundi au vendredi, c'est dans la journée, ou dans les 24 heures, on a des premiers résultats biologiques. C'est parfois un peu plus pour des sites plus isolés. Donc finalement, on a quand même un confort de prise en charge qui est important. Après, je dirais que ce qui est plus compliqué pour l'infectiologie des CDPS, c'est plus de faire face à toutes les contraintes et tous les bugs qui se passent à tout moment. On est en permanence à devoir s'adapter. On a organisé une mission du lundi au vendredi. L'avion du lundi est en panne, il va partir que le mardi, donc il faut qu'on déplace toutes les consultations. Ou alors on programme une mission de dépistage et puis en fait, le matériel de dépistage qui devait arriver la semaine précédente, finalement il arrive 2 jours plus tard après notre arrivée. Donc on est en permanence à devoir réajuster les choses et faire face à l'imprévu, mais c'est à mon sens ce qui est aussi passionnant. Moi, j'ai une question et je profite qu'il y a Colline qui s'est approchée, qui a des projets à Mayotte pour te la poser. Donc, pour ceux qui la connaîtraient pas, Céline, elle dit qu'elle est arrivée en 2018 en Guyane et avant ça, elle a exercé pendant, je sais plus, c'est 4 ans ou 5 ans à Mayotte, où elle était infectiologue à Mayotte. Donc, elle connaît bien le territoire. Et une des raisons pour lesquelles on avait proposé de te faire parler aujourd'hui, c'était dans l'idée c'est quelque chose qui n'existe pas à Mayotte, ce poste d'infectiologie délocalisée. Toi qui exerce ça en Guyane et qui a vécu à Mayotte, est-ce que tu penses que, même si tu en es parti depuis quelque temps, qu'il y aurait un intérêt, une possibilité et quelque chose à faire à Mayotte pour un poste un petit peu équivalent, évidemment, avec le contexte spécifique? Merci beaucoup pour la question. Alors, j'ai vraiment pas voulu en parler dans la présentation parce que j'ai pas pu faire le point avec Dr Nyang avant ma présentation et je voulais pas faire d'impair politico-diplomatique sur la thématique, mais je pense que c'est effectivement un enjeu extrêmement fort. Dans les données que j'ai présentées, et c'est toujours quelque chose un peu de difficile à cerner, mais dans le cadre du projet OIAPOC Opération Santé, on s'est vraiment rendu compte que ces missions avancées, le fait d'avoir un accompagnement avec les médiateurs, le fait d'être régulièrement là, permet vraiment de diminuer les perditudes, d'améliorer la prise en charge, de réduire les comorbidités et voire même dans certains cas d'éviter les décès. Donc c'est vraiment un apport majeur pour le suivi des patients. Alors moi j'ai exercé moins longtemps à Mayotte, j'étais de début 2014 à fin 2016 et je suis revenue un petit peu en 2017. Mais déjà à ce moment-là, on trouvait ça absolument pertinent de pouvoir développer des missions délocalisées d'infectiologie sur l'ensemble du territoire. La problématique de transport n'est pas tout à fait la même pour Mayotte, mais je dirais que c'est même pour le coup plus facile puisque les déplacements pour les médecins sont possibles dans la journée ou sur 2 jours, ce qui est parfois difficile en Guyane. En revanche, pour les patients, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement onéreux. Et déjà, durant ma présence à Mayotte, un certain nombre de patients étaient en rupture thérapeutique parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre à l'hôpital pour chercher leur traitement. À l'époque, c'était difficile de faire venir les traitements à Dumonier ou à Bouigny dans le sud. Et donc, c'est des gens qui étaient obligés de venir chaque mois sur Mamoudzou. Et donc, c'était une vraie perte de chance pour eux, pour des gens
précaires, éloignés des soins. Et je dirais que là, avec les difficultés d'accès à l'eau, les barrages sur la route, les embouteillages, la précarité qui s'est augmentée, les difficultés et les tensions entre les personnes en situation administrative précaire et les autres, je pense que ça a encore plus de sens de pouvoir amener des missions délocalisées pour le suivi infectio, VIH et hépatite. Après, je pense que l'autre énorme apport, c'est d'harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire. Mayotte, exactement comme la Guyane, sur les dispensaires, il y a un turnover important avec des pratiques qui sont fluctuantes, des gens qui ont des connaissances différentes en infectiologie, et le fait de passer régulièrement, ça permet éventuellement d'ajuster les prises en charge, de faire des EPU, et ça permet par la présence de modifier des attitudes thérapeutiques. Et le dernier point, c'est que également le fait de se rendre régulièrement sur le terrain, ça permet d'avoir un peu un œil partout, de pouvoir avoir un peu d'être sentinelle sur des problèmes d'infectiologie. Je pense que à Mayotte, où la précarité, les troubles de l'eau, le collègue qui posait la question sur le changement climatique, nous c'est déjà prégnant sur les territoires des CDPS avec des sécheresses plus importantes ces dernières années, des inondations plus importantes ces dernières années et des répercussions sur la santé des populations. Donc je pense que ça serait absolument important. Alors ce qui est compliqué, c'est que pour mettre ça en place, il faut être suffisamment structuré au sein de l'hôpital pour pas déshabiller une structure et habiller une autre. Et nous, je sais que c'était un petit peu ce qui pêchait à l'époque. Mais in fine, je pense que ça permet de gagner du temps. Ça permet d'éviter des hospitalisations dans certains cas et ça permet d'optimiser la santé des patients qu'on prend en charge. Donc oui, je pense que ça serait vraiment une bonne chose pour Mayotte. Bonjour Dr Michaud, c'est très fort, pardon. Je m'appelle Aurélie, je suis infirmière dans le service d'infectiologie et je vois souvent votre nom, c'est bien que je mette un visage sur vos signatures dans les dossiers NADIS. On essaie très très fort avec ma collègue de délocaliser les consultations. On a un projet qui a été monté, écrit, présenté à la direction. Il y a des locaux qui sont disponibles, mais pour l'instant, on nous refuse le projet, faute de financement apparemment. C'est très dommage parce qu'on est très motivés. Du coup, on a commencé par délocaliser déjà les bilans sanguins qui sont faits 2 semaines avant les consultations médicales. C'est déjà une toute petite victoire, mais voilà, on se réjouit beaucoup. En tout cas, nous, on est dans les starting blocks. Et malheureusement, je n'ai pas vu le début de votre présentation et j'en suis bien navrée parce que ça nous intéressait beaucoup. Mais voilà, pour dire qu'à Mayotte, ça bouge un tout petit peu et qu'on espère que dans quelques années, dans quelques mois, on pourra faire ces consultations délocalisées médico-soignantes. Merci beaucoup en tout cas. C'est vrai, j'avais eu l'occasion de discuter avec votre collègue il y a quelques mois qui me disait que ça bloquait un petit peu au niveau de la direction. C'est vrai que nous, on a la chance en Guyane d'avoir un soutien fort pour les CDPS de la direction de l'hôpital et même de l'ARS, et je pense que ça simplifie les choses. Après, je crois que l'autre chose qui a beaucoup aidé, c'est le fait que dès les années 2000, il y a eu cette vision de l'infectiologie par Félix Jossou, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de présenter un petit peu l'historique. Et donc c'est quelque chose d'ancien qui est ancré un petit peu dans les mœurs. Et donc du coup, moi j'arrive après la bataille initiale, et donc j'arrive dans un système qui fonctionnait déjà extrêmement bien. Et donc vous êtes peut-être à l'étape d'avant. Et voilà, je crois que c'est toujours difficile à monter dans des moments où il y a un sous-effectif médical important. Mais au final, ça peut permettre de gagner du temps, et si mon plaidoyer peut vous servir auprès de vos directions respectives, j'en serai honorée. Très bien. Il n'y a plus de questions. Un grand merci, encore un grand bravo. Merci à vous pour l'invitation. Bonne fin de soirée, au revoir. Au revoir.